I didn't like showing him off with the cheetah. Why not? I liked looking at him there. Everybody liked looking at him there. Made me feel like a hooker. You are a whore, darling. No, I'm not. We all are. We take the cash, we cash the check, we show them what they want to see. Maybe you are a whore, Crystal, but I'm not. You and me, we're exactly alike. I'll never be like you. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 7 juin, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes, saison 8, épisode 31. Lors de sa venue il y a 2 semaines au Café des Images, Paul Verhoeven disait craindre l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il y avait là de la gravité, mais aussi sans doute confusément la satisfaction du travail accompli. Starship Troopers, qui pouvait apparaître il y a 20 ans comme un simple cauchemar potache, fut sans doute l'un des films les plus clairvoyants et conséquents quant à ce qui nous attendait. Trump ferait un parfait général pour l'armée des Starship Troopers, ses Big Jim et Barbie enragés, ses soudards sortis d'un institut de beauté, des mannequins au sens des effigies pour vitrine plutôt que des top modèles. Trump Troopers, même alliance entre le solarium et le cloaque, le pastiche et la tripe, l'hygiénisme et le porno, la fadeur hédoniste et la merde sans nom. Plus c'est fabriqué, plus c'est sauvage, plus c'est peroxydé et maquillé, plus c'est nu. Cette misère du surfait, c'est la grande affaire des films américains de Verhoeven qui invente là un nihilisme amical ou compassionnel. Une dérision qui ne jette pas par-dessus bord toute communauté, qui ne se construit pas exclusivement sur un entre-soi ricanant, mais au contraire sur la confraternité d'une aberration partagée. C'est glaçant et accueillant. Join up now, répète en boucle les spots vidéo qui vérolent d'emblée Starship Troopers. Rejoignez quoi? Le camp de la parodie qui n'est plus un à côté ou une dérivation, mais qui devient notre seule patrie. Aucune autre alternative selon les messages de propagande dès lors qu'il s'agit d'affronter l'empire de la merde. Car les arachnides, combattus bien sûr, suintent d'une organicité absolument expurgée sur la Terre, devenue la planète Rexona ou Ultra Bright. Les météores qui servent de cocon aux envahisseurs qui s'apparentent à des crottes interstellaires, leur batterie antiaérienne consiste en des hannetons pétomanes, leurs pinces éventreuses transforment d'un coup les Big Jim en charpies visqueuses, et si on parvient tout de même à en avoir raison, les arachnides explosent en diarrhée fluorescente. Leur cerveau lui-même tient à la fois de la glande et de l'étron. Mais au moins, en ont-ils encore un. L'aseptisé l'immondice se confronte sans moyen terme. Il y a là une proposition sur le devenir de l'humanité, pourquoi pas une définition du post-humain. D'un côté, des parodies d'hommes dont les pensées et les sentiments ne semblent que des prothèses superficielles qu'ils peuvent laisser tomber aussi aisément qu'une arme déchargée. De l'autre, de l'ordure qui refoule et un réseau à sang-froid qui ponctionne notre matière grise. Sont-ce vraiment des pôles antithétiques, plutôt les deux faces d'une même médaille ou d'un même gâchis? Voilà, c'était un extrait du texte d'Hervé Aubron, Les Sentiers de la Poisse, Starship Troopers, Les Sentiers de la Poisse, pour le Café en Revue, 1er juin 2016. On est un peu en retard ce soir pour des raisons liées à Internet, puisqu'on a des problèmes de connexion pour récupérer les morceaux. Donc on va pour l'instant le faire sans musique, cette émission. De quoi va-t-on parler, Mathieu, qui vient d'utiliser un spray illicite? Au cognac. Oh non. Interdit dans les locaux de Radio Campus. On va parler de Paul Verhoeven comme la semaine dernière, mais cette fois pas dans une langue atroce et inaudible, mais en anglais, puisque c'est les films américains, avec une présentation du professeur Gombeau. Exactement. Hey kids. Bonjour professeur. Et bonjour. Son acolyte, le gypaète Thibaut. Salut à tous. Et le poète Gall à la technique. Un peu radical. Poète radical ? Ouais. Un penseur de la radicalité postmoderne. C'est ça. À propos de penseur de la radicalité postmoderne, merci pour ce texte de Hervé Aubron qui visuellement est toujours aussi con. Merci pour lui. Bah de rien. Mais... Quel gros con. Enfin, je sais pas qui c'est, je me permettrai pas. Moi, pour en avoir lu justement pour cette étude que j'ai fait notamment sur le cinéma de Paul Verhoeven, il en écrit un paquet de bêtises.
Et donc c'est le blockbuster hollywoodien peut-il être le lieu d'un discours subversif? Et c'était paru chez Master Art, spécialité études cinématographiques 2013-2015. Exactement. Faut signaler Disponible que dans toutes les bonnes librairies. Thomas, vu qu'on est quand même chez Paul Verhoeven et que Bonjour. il y a un art de l'ironie chez lui, peut-être même perdu cet art, il y a aussi quelqu'un qui est perdu puisque notre acolyte Jean-Baptiste ne peut pas être là ce soir. Oui, donc Jean-Baptiste aurait dû venir ce soir, mais il ne peut pas pour une excellente raison, comme tout social traître qui se respecte, parce qu'il doit faire sa déclaration d'impôt. C'est quand même... Il a beaucoup à déclarer, hein, Ouais. il est professeur à Rennes 2. Exactement. vrai aussi. Mais je pense que c'est une des excuses les plus bidons qu'on ait jamais eues. Oui, on en a eu dans cette émission, mais quand même. Celle-là, c'était pas mal. C'est pas mal. Pas de news ni d'agenda non plus cette semaine. De toute façon, mais il n'y a en plus, rien. On est en retard. On va passer directement, mais sans musique. Notre réalisateur Gal nous fera un petit signe dès qu'il aura récupéré Oui, il chantera peut-être une petite chanson. une petite chanson, effectivement. Mais on va pouvoir enchaîner directement sur donc cette seconde partie d'émission. Donc on était resté à La chair et le sang. Maintenant, La chair et le Robocop. sang, qui était un peu son film de transition, la fin de sa période hollandaise, que c'était une coproduction américano-hispano-hollandaise. Et donc il arrive en 1987 avec Robocop, donc film culte s'il en est, qui a été écrit par... la première fois qu'il travaillait sur un film américain, donc après avoir refusé plusieurs projets duquel il était éjecté, donc on avait dit notamment Le Retour du Jedi. Donc un film qui au début ne l'intéressait pas du tout parce qu'il trouvait le titre et le scénario extrêmement débile. Donc rien que Robocop, donc, sur ce personnage de Peter Weller, un flic qui se fait charcuter la gueule et qui du coup est mis dans un corps de cyborg pour aller combattre le crime dans la ville de Détroit qui a été privatisée comme dans la réalité en fait. Et donc du coup c'est quelque chose qui n'intéressait absolument pas, écrit par le scénariste Edward Neumeier avec qui il retravaillera plus tard sur Starship Troopers. Et donc c'est sa sainte femme, Paul Verhoeven, qui encore une fois lui a sauvé la mise en lui disant qu'en fait dedans il y avait des choses beaucoup plus intéressantes qu'au premier abord, notamment sur tout l'aspect critique du personnage de Peter Weller et sur toute la critique de la société américaine, quelque chose qui va mettre en relief dans tous ces longs métrages américains, donc de Robocop en 87 à Holoman en 2001. Cet aspect critique et ironique qui, au fur et à mesure de sa carrière hollywoodienne et de ses déboires avec les producteurs de tous ces projets non concrétisés, pourra virer une version un peu plus cynique que ironique au fil de sa carrière. Robocop, c'est un film important parce que c'était quand même un gros budget, malgré le fait que ce soit une série B qui a été tournée en partie notamment pour les scènes d'action par Monte Hellman, parce que Verhoeven, à l'époque... C'était un film assez compliqué à faire pour lui, donc il avait déchargé une charge de travail sur Monte Hellman qui est non créditée au film. Notamment, il y a toute l'attaque de la raffinerie par Robocop qui a été filmée et montée par Hellman. Mais lui, il s'est occupé de tout le reste du film, notamment l'aspect le plus critique et le plus ironique. Donc, que ce soit par le biais des spots, des fausses pubs, des faux journaux télévisés, notamment il y a toute une pub autour de la bagnole qui s'appelle la Sux 6000, donc et c'est toute sur la nouvelle société de consommation américaine, société Newcam et les yuppies qui donc sont mis en relief dans le film. Donc, et les flash infos aussi. Et les yuppies qui s'accaparent la ville de Détroit, donc l'OCP, Omni Consumer Product, pour lesquels du coup travaille le personnage de Robocop, parce que donc la police a été privatisée et récupérée par eux. C'est comment est-ce qu'il va combattre le crime, et du coup au bout d'un moment se retourner contre certains de ses créateurs qui veulent faire de la ville autre chose et de Robocop autre chose. Thibaut. Ce qui est intéressant dans Robocop, c'est que on verra par la suite qu'il y a une importance capitale, parce que Starship Troopers, juste au niveau de la représentation, 10 ans après, au niveau de la représentation, on va dire d'une communication de propagande, reprend un petit peu la même logique avec ces créations de flash info directement inspirées de CNN à l'époque, et que maintenant on retrouve iTélé, LCI, BFM pour ne pas les citer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces spots info, jamais le personnage ou les personnages ne vont les regarder. Verhoeven, en fait, chante directement en fait le rapport, enfin la barrière qu'il y a entre le spectateur et le film pour s'adresser directement à nous. Ce procédé est d'autant plus flippant quand on voit qu'on est actuellement, donc du coup en 2016, et depuis on va dire 6-7 ans, abreuvé constamment sur nos écrans de télévision par ce type d'information. Et même pour s'avancer déjà avec Starship Troopers, mais c'est qu'il y a en plus une sorte d'interface presque Internet aussi qui véhicule le film et son message, le network fédéral, en tout cas Federal Network,
Est-ce qu'on veut en savoir plus Oui, si on regarde bien en fait comment ces spots publicitaires sont foutus, c'est quoi? Ils sont produits dans Robocop du coup. Ils sont produits par l'OCP. Ouais. Ils permettent une espèce de participation citoyenne dans le sens où voulez-vous en savoir plus? Est-ce que vous pouvez cliquer? En gros, c'est le côté ludique et on retrouve exactement la même chose actuellement. C'est en gros des networks. Même en France, les propriétaires de ces chaînes sont des gros, on va dire entrepreneurs. Non, ce sont des espèces de capitaines d'industrie, des industriels qui pissent à l'arrêt à tout le monde sauf au pognon. Et il y a ce côté aussi qu'on retrouve actuellement sur vous pouvez participer sur Twitter via le hashtag machin avec les sondages à leur mort-moelleux avec les questions qui sont extrêmement orientées. Tout ça en fait est contenu dans Robocop et c'est en sens que ce film est important pour comprendre le monde actuel, c'est que Robocop maintenant n'est plus un film d'anticipation, ce qu'on pouvait croire en 87, c'est qu'en fait c'est un film prophétique, et c'est en fait là où il est hyper flippant. Et surtout pour générer donc, dans l'univers de Robocop la construction d'un climat insécuritaire. C'est-à-dire que c'est aussi... Oui, là on retrouve un petit peu la même logique, en gros, que la campagne de Sarkozy, je vais nettoyer, quand il était sur les dalles des cités pour nettoyer au Karcher. En fait, là, la logique patrimoniale, on va dire, de ces industriels de l'OCP, c'est de raser une vieille ville, donc le vieux Détroit. Quand on voit que Détroit, après ce que c'est devenu dans les 2000, après la crise des subprimes, c'est encore plus drôle. Mais c'est raser ça pour faire place neuve à des à la métropolisation chère à ce bon vieux Mathieu. Et à tous les Rennais. Et à tous les Rennais. Une ville propre, aseptisée, qui n'est là que pour faire rentrer des yuppies qui sont bons à péter leur thune et à consommer de manière propre et sans trop poser de questions. Et on retrouve ça exactement à cette époque-là. À notre époque, double flippage en plus. Surtout qu'en plus, là où le film est fascinant, non seulement c'est dans sa métaphore christique, ou comme le Verhoeven lui dit lui-même, c'est un Christ américain, donc c'est-à-dire que c'est un Christ qui aura un gun démesuré, mais en même temps, ça pourrait aussi passer pour un film reaganien, donc qui était ces grands films d'action des années 90, donc pro-Reagan, assez va-t-en-guerre, extrêmement belliqueux, mais qui contient en même temps sa propre critique, à la fois par le biais du scénario de Neumayer, avec ce critique du monde youpi, ce critique de l'industrie privée, qui prend le pas sur les entreprises publiques dans la gestion des villes, ou ce genre de choses, et donc dans toute l'ironie des journaux. Donc c'est assez typique de ce que va faire Verhoeven aux USA. À la fois, ça sera des films extrêmement bien emballés, puisque le film est quand même super fun, c'est très bourrin, c'est extrêmement violent, surtout pour un film de ce calibre. Parce que, le dire que c'est violent. À la fois, le meurtre du perso de Peter Weller au début, qui se fait arracher une jambe à un bras, qui se fait défoncer la main en gros plan, qui se fait arracher la moitié du crâne. C'est quand même une passion. Oui, qui est vraiment la passion du Christ, où il meurt crucifié avant de revenir en marchant sur les os à la fin, en allant buter les mecs limite au bazooka, et qui en même temps remet en cause tout ça justement par le biais de cette violence excessive qui du coup amène énormément de distance, parce que ce que Verhoeven en fait, il ne filme pas au premier degré. Il dit toujours que à la fois dans ce qu'il a pu faire dans tous ses films de SF, c'est quand même des choses qui sont assez connes, mais il les traite de manière réaliste, avec toujours un degré de bouffonnerie un peu au-dessus, ou un degré excessif dans la violence qui grotesque en fait. De grotesque qui du coup fait prendre la distance, pour quand même que ce qu'on voit, on se rende compte que tout ça c'est quand même un peu du bullshit. Et là où il est fort, Verhoeven, c'est qu'en même temps c'est une violence qui n'est absolument pas déréalisée, puisqu'on voit véritablement les effets des armes sur les corps, même si ça va très très loin dans la monstration, mais en même temps ça n'empêche pas que ça peut aussi avoir un caractère de comics. Aussi, c'est ça, c'est un film de comic book, c'est exactement ce qu'il a fait dans son film suivant avec Schwarzenegger, avec Total Recall, qui déjà lui-même un personnage hors norme, qui est le chêne autrichien, qui est un personnage lui-même de comics hyper excessif. Et ce qu'il fait dans Recall, à la fois c'est un film extrêmement documenté, parce qu'il avait bossé avec la NASA pour le film, sur les recherches sur Mars, sur les vaisseaux, sur comment eux survivent dans l'espace. Adaptation de Kadik, donc qui était une nouvelle où pareil, il a fait un film assez différent. Donc un film qui là est extrêmement documenté, et qui en même temps est complètement loufoque et parfois presque débile et grotesque dans sa violence, parce que c'est un des blockbusters, en tout cas un des gros films où il y a le plus de morts à la minute, mais on avait compté, il y avait à peu près un mort toutes les minutes et demie.
Et puis quand les mecs meurent, ils font pas semblant. À la fois, ils peuvent avoir une tête dévissée. T'as un mec qui se fait arracher les bras dans un ascenseur. Ils se prennent des balles dans la tête. Il y a un bonhomme dans un escalator qui se prend 40 bastos dans le corps d'un coup. Et c'est toujours ce truc assez marrant chez Verhoeven. On parlait de réalisme la semaine dernière. C'est ça, c'est de réalisme de la violence et réalisme, même si c'est dans la prospective ou dans l'anticipation du décor qui est planté, tout en amenant une violence des situations et des personnages. C'est pas non, c'est pas une exagération, mais disons que la violence du propos et la violence des choses qui sont montrées contrebalance avec le réalisme de la proposition. Parce que c'est pas une exagération, par exemple, au sens d'un étalage simplement de corps à la Commando. On est véritablement quand même sur presque des stigmates, quoi. Il y a un truc pour le spectateur de très très violent. Oui, non, parce que justement, ce qui arrive au corps, en fait. Tu parles de Commando de Mark L. Lester, qui a un prototype du gros film d'action bourrin, où là c'est vraiment déréalisé, parce que toutes les scènes d'action, toute la violence, ou au moment où Schwarzy va buter une armée entière avec des outils de jardinage, avec une scie électrique ou des râteaux, ce qui est extrêmement fun, ce qui est très plaisant à voir, mais qui du coup ne provoque pas les mêmes sensations que chez Verhoeven, parce que quand il y a mort chez Verhoeven, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Après, ce qui est on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends Robocop, Recall, et plus tard on parlera de Basic Instinct, ce sont 3 films qui ont généré du moins des suites pour Basic Instinct et pour Robocop, mais également des remakes pour Recall et pour Robocop. C'est là qu'on voit le degré absolu de cynisme en fait de l'industrie hollywoodienne, que Verhoeven veut dynamiter de l'intérieur en faisant des films qui dépassent tout manichéisme, parce que même Robocop, c'est un film, le mec c'est détestable, il n'y a pas de justice, il se fait justice soi-même. En fait, Verhoeven nous fait aimer des films qu'on devrait détester, et en fait le cynisme absolu de l'industrie hollywoodienne veut qu'après on aura des suites et des remakes. Et des remakes bien fadasse. Robocop, le 2e est pas mal, le 3e est à chier. Il y a aussi une série qui est complètement naze et un dessin animé qui est encore plus naze. Ouais, attends, et non, en fait, Starship Troopers, il y a une série. Oui, il y a une série et aussi un jeu vidéo. Putain, ils sont nazes. Hein. Peut-être avant on va passer à la suite de l'heure, écouter un morceau avant, mais peut-être indiquer juste quelque chose, c'est qu'il travaille pour deux boîtes, en fait, dans cette période américaine, Orion et Carolco. Voilà, Orion, donc la Carolco, c'est la société de 2 producteurs libanais, israéliens, donc les Golan Globus, qui avait produit beaucoup de blockbusters avec Sly et avec Schwarzy, qui ont coulé... Et avec Chuck. Et avec Chuck. Avec Maurice Norris. Hein. Mais qui ont coulé en 95 à la suite de cette grosse merde de Renny Harlin et son îlot pirate qui fut un gouffre financier catastrophique, et à cause duquel Verhoeven n'a pas pu tourner un certain nombre de films sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il a peut-être réussi à faire ces films-là, je dirais, pour adultes, dans cette période-là, pour des boîtes comme celle-là, mais c'est parce qu'il bossait pas finalement directement avec les studios. Non, il faut dire aussi que Verhoeven, dans toute sa carrière c'est un autre âge des producteurs. Dans toute sa carrière hollywoodienne, n'a jamais pu monter un seul de ses projets personnels Hollywood. Il n'a fait absolument que des commandes. Et donc aucun rapport avec les commandes, mais donc on a évoqué rapidement Starship Trooper, on va tout de suite en écouter un morceau belliqueux au possible. En attendant Godard sur Radio Campus Rennes, et c'était un morceau composé par Basil Polidoris pour le film Starship Trooper de Paul Verhoeven, donc They Will Win, morceau équivoque du film de guerre et de science-fiction de Paul Verhoeven sorti en 97. Adapté de Robert Heinlein. Adapté de Étoile garde à vous de Robert Heinlein, qui était sacré à l'époque auteur le plus fasciste de sa génération, ce qui dans les années 50 est quand même pas rien. Et qui avant de revenir sur ce brûlot incompris en son temps et qui commence enfin à être réhabilité, il avait réalisé donc 2 autres films. On a évoqué rapidement Total Recall, adaptation de Philippe Cadic. Après, il a réalisé 2 films centrés là, réellement sur des femmes. Donc, il y avait Basic Instinct en 1992 et Showgirls en 1995. Donc, Basic, qui serait un peu une version Hollywood Night les vrais savent. Du 4e homme, écrit par ce gros nul à chier de Joe Esteraz, qui a écrit un paquet de merde cynique, qui sont à peu près quasiment tous les mêmes films. Mathieu, tu as vu au moins un film écrit par Joe Esteraz. Il y a Cocktail avec Tom Cruise. Ah, il est bien. Voilà, donc c'est Basic Instinct, c'est un peu la même histoire que Cocktail, exactement. C'est-à-dire qu'il verse les verres et il renverse les cœurs. C'est ça. Mais avec un pic à glace là. Donc où le personnage de veau de Michael Douglas enquête sur une
une écrivaine vénéneuse incarnée par Sharon Stone qui apparemment aurait buté certains de ses anciens amants à coups de pic à glace, et pendant qu'aussi qu'il fricote avec sa psy qui est jouée par Jen Triplehorn qui aimerait bien elle aussi faire mumuse avec le pic à glace de Michael Douglas. Donc film au scénario assez con et extrêmement débile. Comme tu viens de le dire, oui. Pour le moins, c'est vraiment ça. Donc, c'est comme typique des scénarios de Easter eggs ou des thrillers sexuels que faisait Michael Douglas dans les années 90, genre sexuel avec des guillemets, quoi. Enfin, moite, on va dire plutôt. Des thrillers moites comme Harcèlement de Adrian Lyne ou des chiottes dans le genre. Où là, Verhoeven profite du pognon qui lui est alloué par la Sony pour à la fois pour payer sa vie à Hollywood et surtout pour faire un film excessivement classieux où une fois de plus il rend hommage à Hitchcock dans ses procédés et dans sa narration. En se faisant plaisir aussi sur les mouvements d'appareil. Sur les mouvements d'appareil et surtout sur la représentation de la sexualité qui est quelque chose qui a toujours posé problème dans les films hollywoodiens, à la fois la monstration de l'axe sexuel et des parties du corps que l'on peut montrer dans une production hollywoodienne. De la tension aussi. De la tension sexuelle, parce qu'on avait déjà parlé dans d'autres émissions, mais la question des corps nus et de la représentation de l'acte sexuel dans les films contemporains, pas seulement dans les films américains, mais dans les films contemporains au sens large, est quelque chose qui a tendance à disparaître pour éviter justement toute tension sexuelle et ne plus rester que sur les sentiments ou sur la fragilité des choses. Et voilà, pour le coup, Verhoeven dans un blockbuster, enfin pas dans un blockbuster hollywoodien, mais dans un film hollywoodien avec quand même un gros budget, rentré, on va dire, dans le vif du sujet, parce qu'il avait eu d'ailleurs quelques polémiques déjà à l'époque. Évidemment, le film était accusé de misogynie et en plus d'être homophobe, parce que le personnage de Sharon Stone, Catherine Trabel, est bisexuelle, donc forcément la question de la représentation de la sexualité libre du personnage de Sharon Stone, avant même le tournage, en fait, avant même qu'il y a aucune image qui soit sortie, le film est accusé d'être homophobe du fait du passif de Paul Verhoeven, où ils se sont dit, évidemment, ils vont encore montrer les femmes n'importe comment, montrer que les lesbiennes, c'est toutes des connasses manipulatrices, et il y a toujours ce genre de problème qu'il a eu. Il a vu des manifs sur son plateau pour interdire le film, pour perturber le tournage, des menaces de mort, ce genre de choses. Oui, c'est complètement débile. Habituel, quoi. Ouais, c'est habituel. En plus, ça veut dire qu'ils n'avaient pas vu le film, mais ça, c'est tout à fait normal. Alors que si on prend Basic Instinct, qui est un petit peu une espèce de jumeau avec Showgirl, c'est juste l'histoire, c'est comment un personnage féminin va pouvoir s'affranchir d'une société patriarcale, en fait. C'est juste ça. Alors, c'est un petit peu con-con de... Enfin, c'est... Envoyer Polo sur le bûcher, on va dire, sacrifier Polo sur l'autel un petit peu d'une espèce de bien-pensance. C'est quand même contre-productif. C'est contre-productif, et ça veut dire aussi que les personnes qui citent ça, et comme pour elles aussi, ont une lecture extrêmement primaire du cinéma de Paul Verhoeven, alors qu'il faudrait pas regarder toute sa filmographie, mais au moins les films américains sont suffisamment explicites. Basic Instinct, par exemple, si on prend la fameuse scène de l'interrogatoire, en termes de cadrage et de jeu de lumière, bon ben voilà, enfin il faut pas être non Yann plus... Yann Demonte à la photo. Ouais, il faut pas être non plus un espèce d'énorme théoricien du cinéma pour se rendre compte de quel camp se situe Paul Verhoeven. Et un happy end assez vénéneux quand même aussi. Bon, après, le film lui-même, le film est ultra vénéneux. C'est ça qui est rigolo, c'est parce que Verhoeven, dans tous ses films volontairement à gros budget, en fait, il met un petit peu sa science, un petit peu de la subversion, toujours en douce. Alors, autant il y va comme un gros bourrin dans Starship Troopers, mais autant dans Basic Instinct, ça reste quand même très souterrain. Et c'est en ça en fait, que le film est passionnant, parce qu'au-delà du thriller sexuel avec la superstar de l'époque, Michael Douglas, qui, après, c'est à cette époque-là, après qu'il a eu ses problèmes aussi d'addiction sexuelle et tout ça. Je pense que ça avait commencé assez tôt, mais il s'est tapé un cancer il y a 6-7 ans, à cause de sa passion des anulingus, rappelons-le. Ouais, il s'est tapé un cancer. Puis je pense qu'il devait se blinder de coke à l'époque aussi. Oh, bah, pas que. Mais voilà, donc Basic Instinct, en fait, reste un film, on va dire, assez grand public, tu veux dire, à peu près tout le monde l'a vu ou tout le monde le connaît. Le grand public, c'est relatif, Thibaut. Oui, mais bon, tu vois, tout le monde l'a vu, Basic Instinct. C'est dur, hein. Mais en fait, voilà, c'est qu'il y a cette subversion sur l'état, sur comment un personnage féminin peut arriver à survivre dans une société patriarcale. Tout à fait. Ça reste fascinant. Excusez-moi pour te contredire, Thibaut, nous fait signe que Gall ne l'a pas vu. Ah, mais bon, il a vu le 2, alors bon, on peut tout pardonner. De Michael Keaton Jones. Exact. Justement, on parle de subversion. Showgirls, Thomas.
Showgirls, projet compliqué, qui était encore écrit par Joe Esteras, parce qu'il s'était quand même bien entendu avec Verhoeven sur Basic Instinct, qui se sont dit, vas-y, écris-moi une comédie musicale, où en fait le but de Esteras c'était de faire comme les grandes comédies musicales hollywoodiennes des années 50 et 60, donc vraiment un film avec des numéros musicaux grandioses, de la musique superbe, une histoire captivante, alors que Verhoeven, lui, résume le film en un mot, c'est une farce. Donc, c'est-à-dire que Verhoeven prenait absolument le contre-pied de son scénariste qui était extrêmement premier degré et qui voulait faire vraiment un film grandiose sur le monde de Las Vegas, déjà ce qui est un peu antinomique. Et Verhoeven se sert de Vegas pour faire juste une loupe grossissante de l'Amérique contemporaine et de l'Amérique qu'il a côtoyée pendant 10 ans, parce qu'à l'époque c'est à peu près une dizaine d'années qu'il habitait aux USA, et comme le disait un ami de Mathieu, donc Jean Baudrillard, Las Vegas étant justement un reflet grossissant de l'Amérique contemporaine. Et c'est exactement par contre, ce que disait ton ami Hunter Thompson, Las Vegas ressemble à l'endroit où viendraient s'amuser les élites si les nazis avaient gagné la guerre. Et donc, comme disait aussi Thompson, dans Las Vegas Parano, et c'est ce à quoi on pense beaucoup en voyant Showgirls, combien est-ce qu'ils vous payent pour baiser l'ours? Et ce qui est un peu le sujet du film, avec ce personnage de Naomi qui est joué par Elizabeth Berkley, qui sortait de Sauvé par le Gong et qui espérait bosser avec Verhoeven pour lancer sa carrière, alors qu'en fait ça l'a plombé. Elle est tombée dans la blacklist pour avoir monté un peu trop de nichons. De ce personnage qui arrive à Las Vegas pour devenir une stripteaseuse et qui va peu à peu gravir les échelons de la société de Las Vegas pour devenir une danseuse dans un grand show subtil qui est mis en scène par Kyle MacLachlan, échappé de chez David Lynch. Tu parles de cette ascension, mais il y a quand même cette espèce d'escalier, de rampe qui va vers les spectacles, qui est quand même aussi hallucinant, qui est un lieu aussi de compétition, de concurrence, comment on peut appeler ça, de violence en fait entre les danseuses. Voilà, parce qu'évidemment elle va tomber sur des gens qui vont essayer de mettre des bâtons dans ses routes, dans son trajet, notamment le personnage de Gina Gershon, qui est un peu qui a un peu en fait le rôle qu'elle va avoir à la fin, donc c'est-à-dire celui de la superstar des shows de Vegas. Et le principe de Verhoeven, à la fois, c'est de faire une farce, et effectivement, c'est mettre en scène la vulgarité de Vegas et la vulgarité du monde du spectacle, pas seulement du spectacle hollywoodien, mais du spectacle américain dans toute sa splendeur, entre guillemets. Question qu'on évoquait déjà la semaine dernière. À la fois aussi, parce que donc, tout le film est excessivement vulgaire, que ce soit dans les chorégraphies, dans le jeu des comédiens qui est antinaturaliste au possible, dans la musique qui est dégueulasse à chier quand même. Les couleurs. Les couleurs criardes, alors qu'à la fois Jost Vacano à la photo fait un travail prodigieux dans l'opératisme de sa caméra, mais toutes les couleurs sont criardes. Le film n'est pas sympathique à voir. En fait, au premier abord, ça paraît être même assez désagréable, assez rebutant. Et il prend le contre-pied de ce que le spectateur veut voir. Il lui rebalance à la gueule la merde qu'il est venu chercher. C'est-à-dire qu'il pense voir un étalage de scènes de sexe, de scènes grossières, de spectacles avec des filles à moitié nues, et en fait il y a tellement une débauche de sexe, une débauche de seins et de vulgarité sexuelle à l'écran qu'en fait ça rebute, et ça a l'effet inverse. Ça annihile en fait. Ça annihile tout le plaisir recherché par le spectateur. Ouais, en fait pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il y a par exemple la scène dans la piscine. Génial. Remake de La Chair et le Sang. Ça c'est intéressant parce que au-delà, donc là il y a à peu près tout. Donc on va avoir la nudité frontale masculine et féminine. On va voir les couleurs criades, et même dans son choix des cadrages, il y a une fontaine en fait dans cette piscine. Et dans le choix des cadrages, ça pue aussi. Ah oui, ça pue. Ouais. ça pue la vulgarité. Il a pris en fait tous les outils qui étaient à sa portée dans la représentation cinématographique, mais vraiment tout, y compris, donc tu disais le jeu des acteurs. Isabelle Berkley en fait mais juste 4 fois trop. Quand elle danse, on dirait qu'elle part à la guerre. Quand elle baise, on dirait qu'elle part à la guerre également. Ça reste assez troublant, on va dire ça comme ça. C'est aussi un personnage assez fascinant à cause de la fin du film, puisque c'est un personnage qui repart, mais qui aussi, qui se réinitialise. Elle se réinitialise, elle dit je vous ai tous bien baisé, maintenant je me casse et je vais aller autre part. Fuck you, I'm mais going en to fait, Hollywood. c'est ça qui est rigolo, c'est que Verhoeven, donc on le redit, on le répète, mais il me semble que c'est hyper important, refuse tout manichéisme. En fait, Elizabeth Berkley, on pourrait croire que c'est la vieille
vieille bouseuse qui vient du fin fond de l'Arkansas. Elle est présentée comme ça, la d'ailleurs, blonde comme et une tout ça. bouseuse, Elle est présentée Texas. comme ça, mais au bout de 4 images, on voit très bien où elle va en venir. Le cliché de la jeune qui De la jeune débarque à ingénue Hollywood, qui notamment, débarque à Hollywood et qui va se faire maltraiter et compagnie. Non, c'est elle qui maltraite les gens, en fait. C'est ça, en fait. C'est que, en fait, il renverse le canevas, comme tu le disais, Thomas, il renverse le canevas que le spectateur choisit à temps pour en faire finalement un film, une espèce de film de guerre en milieu végasien. Et ce qui est intéressant juste pour Las Vegas, c'est que Verhoeven ne cadre jamais Vegas de manière, on va dire, mythifiante ou mythologique. C'est-à-dire que même si on regarde par exemple j'ai deux films en tête là, Ocean's Eleven ou Casino de Scorsese, par exemple, on va toujours, ou même, comment ça s'appelle, là où ils se prennent la cuite, la Very Bad Trip. On va toujours avoir les plans sur le Bellagio, sur le MGM Grand, sur les machins. Verhoeven, lui, Les palmiers en néon. Verhoeven, lui, s'en tape. Mais alors, le cul par terre, il fait aucun plan large de Vegas, il fait même pas le désert et tout ça, on s'en tape. Les lumières, on s'en tape. Que le décorum de Vegas est connu et de toute façon assimilé. Il est par la assimilé culture et populaire. il commence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Vegas, en fait, on voit toujours, le Bellagio, The Strip et compagnie. Sauf que Vegas, le Strip, ça fait 2 bornes, même pas. Il y a des hôtels d'à côté et tout le reste, c'est à moitié un bidonville. Enfin, C'est des bouges. Non, mais il faut aussi s'en rendre compte. Vegas, c'est une ville sale, c'est une ville moche. C'est réellement affreux et on dit oui c'est Sin City, oui bah certes c'est Sin City, mais c'est surtout pour City, enfin c'est Clodo City aussi, enfin faut aussi avoir ça en tête. Donc c'est assez rigolo la manière, parce qu'elle vit dans une caravane, enfin c'est dans un espèce de truc à mobil-homme, on se croirait chez William Friedkin. Mais voilà, peut-être des cinéastes qui se répondent, mais il faut aussi voir ça dans la représentation de Vegas même. Verhoeven là a tout gagné. Et puis oui, c'est surtout qu'il a bien compris du coup par rapport à ce que tu dis Thibaut, c'est que Vegas est une image. Oui, mais la réalité est immonde. Il filme l'image, en fait. C'est quand même... Voilà, c'est au carré, si on veut, quoi. Directement, quoi. Après, on pourra revenir sur le plan, on ne va pas le dire, mais sur le dernier plan magnifique du film. Thomas, puisqu'on n'est pas en avance, on va peut-être finir sur Starship Troopers avant de passer sur Troopers, je vais revenir rapidement. Avant Troopers, qui est aussi un film de commande, un film qui n'a pas du tout... initié, mais qui avait été proposé par le producteur Eugene Davidson, avec qui il avait bossé sur Robocop et avec qui il s'était très bien entendu. À la base, c'est pas du tout un truc qui l'intéressait, même s'il connaissait un peu les bouquins de Robert Heinlein, qui était un auteur qui l'intéressait justement à la fois pour la manière dont il mettait en scène l'idéologie et pour dire son réalisme dans ses romans de science-fiction. Parce qu'il a écrit comme une palanquée, à la fois des trucs qui pourraient être assez fascisants, comme justement Étoile garde à vous ou toute cette série-là, et qui en même temps basculaient vers un certain libertarianisme avec Révolte sur la Lune ou des bouquins de ce genre. Donc Étoile garde à vous, c'est un bouquin qui est paru en 59, un film qui a mis très longtemps à se monter parce qu'il coûtait extrêmement cher, avec notamment beaucoup de créatures et beaucoup de vaisseaux, donc qui à l'époque était difficilement faisable, mais grâce aux effets numériques, tout en amenant une certaine dureté et une sécheresse dans ses effets animatroniques, notamment pour les arachnides, a justement donné un truc beaucoup plus réaliste que ce que ça aurait pu être si ça avait été du 100% numérique, même si c'était casse-gueule. Et donc, encore un film qui est adapté par Edward Meyer, qui est un mec qui aime bien jouer avec les détournements des codes et des genres qu'il investit. Donc là, à la fois, il investit le film de guerre et le film de science-fiction, parce que c'est justement un film guerrier entre des créatures arachnides d'un autre espace et des humains sur la Terre qui sont devenus... de Klendatu, de Planète Pi. Donc, qui sont devenus... où la Terre est devenue en fait une seule nation qui est dirigée par la Fédération, qui est une sorte d'énorme État fasciste, ou comme le rappelle le personnage de Michael Ironside au début, comment est-ce que la force fasciste et le pouvoir de la violence ont réussi à venir à bout des derniers vestiges de la démocratie qui en fait avaient mené l'humanité à sa perte. Donc là, tout le monde entier est un monde cohérent, où des personnages de Buenos Aires entrent dans l'armée pour aller combattre ces vilains arachnides qui sont présentés par les spots d'information justement comme les méchants du film, alors que les différents spots, parce qu'à un moment du film il y a quand même un flashback par un autre spot télévisé qui rappelle qu'en fait ce sont les humains qui sont les premiers agresseurs et qu'en fait les arachnides ne faisaient que répondre à cette menace extérieure typique de l'interventionnisme américain, qui est quelque chose qui remet en cause à la fois l'interventionnisme occidental et notamment des Américains, le traitement de l'information
et du divertissement par des chaînes d'information en continu qui avait vachement marqué lors de la première guerre du Golfe en 1990, et donc il y a quelque chose qui met en scène aussi des chaînes comme CNN, et qui donc, même si c'est beaucoup plus maintenant, le film a quand même un reflet différent de par les événements, de par la guerre Afghanistan, de par les attentats du 11 septembre, de par la guerre en Irak, mais c'est quelque chose qui a pris énormément de reflets. Mais comme disait Verhoeven, c'est juste que c'était dans l'air, ce genre de choses. Il suffisait de regarder la télévision pendant une journée pour voir que tout ce qui était montré dans le film allait s'annoncer. Donc en fait, pour lui, il n'a pas fait un gros travail. C'était pas beaucoup de prospective. C'était juste d'avoir 2-3 notions d'histoire et de voir le monde contemporain, comment est-ce qu'il allait à sa perte. Dans Starship Trooper, l'arrivée vers la fin du film, quand on retrouve le personnage de Neil Patrick Harris, il est véritablement en SS, quoi. Et je trouve qu'il y a une violence là qui arrive, parce qu'on, si on pouvait se douter un peu de l'ironie du film, là ça prend une mesure. À la fois le film est extrêmement ironique, et c'est quelque chose qui était absolument passé à l'as quand le film est sorti, qui avait été vu au premier degré. Au premier degré, le Washington Post avait dit que c'était un film fasciste et pro-nazi. Alors que justement, Verhoeven, pour le coup, n'est pas forcément hyper subtil là-dedans, parce qu'il œuvre dans le registre de la parodie pour les scènes mettant en scène justement grotesque. La farce, le grotesque, où à la fois il reprend une esthétique des costumes nazis, où clairement les mecs sont habillés comme des nazis, notamment les généraux, et surtout des films de propagande nazie des années 30, donc notamment Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, où il reprend quasiment plan pour plan le film de Riefenstahl. Ce qui peut être entre guillemets plus difficile à décoder peut-être pour un spectateur, quel qu'il soit, mais c'est que là c'est quelqu'un qui travaille à subvertir des codes, mais qui sont ceux de la propagande, comme tu le disais déjà tout à l'heure, et c'est peut-être aussi ça, là où il y a malentendu. Et en plus, il joue sur plusieurs niveaux. Parce qu'il refait de la propagande, du coup. Ah oui, en fait, c'est de la contre-propagande qui devient de la subversion, parce que la subversion, par principe, c'est le contraire de la propagande, mais là, justement, il utilise le film de propagande pour faire de la subversion dans le domaine du blockbuster hollywoodien, donc du film hyper friqué et extrêmement spectaculaire, parce que comme pour Robocop, le film est extrêmement fun à voir, c'est très spectaculaire, ça fait extrêmement bien son taf en matière de entertainment, mais en même temps, on ressort un peu du film avec un petit goût de merde dans la bouche, parce qu'il y a ce truc... Ah oui, il est même hyper flippant, à ce niveau-là, c'est un film d'horreur. Hein. Surtout, notamment, avec les personnages aseptisés, justement, des héros, quoi. Le truc volontaire aussi pas particulièrement attachant. De prendre des acteurs qui viennent que des séries télé, qui sont assez fades, qui ont vraiment des physiques de bellâtre, dans lequel ils présentent comme des gens beaux, intelligents, qui ont des corps de rêve, et après, pendant 2 heures, on va les voir se faire littéralement déchiqueter la gueule par des gros arachnides, et en enlevant toute empathie qu'on peut avoir pour les personnages. Ah oui, c'est vrai qu'on s'en fout. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur le film de propagande, ce qui est rigolo, c'est qu'il a pris l'arachnide, donc le monstre, ça fait un peu les films Péril Rouge, le Péril Rouge, là, avec les extraterrestres qui se ramènent et tout ça. Ça se réfère au film de SF des années 50 et la parano anti-rouge, alors qu'à la base... Un bon insecte est un insecte mort. Alors qu'à la base, dans le bouquin de Robert Heinlein, les insectes avaient des formes humanoïdes, utilisaient des armes, avaient des armures aussi pour combattre les humains. Verhoeven et Phil Tippett, qui est le responsable des effets spéciaux, qui voit un peu comme son choral sur le film, ils avaient pensé à absolument autre chose, donc vraiment des arachnides, des créatures qui ne ressemblent en rien à des humains, pour que la haine des personnages du film soit encore plus compréhensible, parce que c'est vraiment une peur indicible, une peur de l'inconnu, des créatures monstrueuses, quoi. Que ce soit dans toute l'organisation de l'armée arachnide, que ce soit le cerveau, que ce soit les fantassins, que ce soit donc les chars d'assaut qui tirent des merdes de plasma depuis leur cul sur les vaisseaux dans l'espace. C'est vraiment tout ce décorum de SF assez classique, confronté à des personnages de sitcom complètement débiles qui se font charquer la gueule. Parce que... Avec des relations quand même dignes de soap opéra. En fait, au début, c'est un teen movie, parce qu'on a la fête, il manque plus que les gobelets rouges, et on se croirait dans Dawson. Hein, enfin... On se fait des petits tatouages. Arrête avec Dawson, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. On va malheureusement devoir arrêter là sur Starship Trooper, et peut-être... On fera une émission spéciale. Qui est peut-être son chef-d'œuvre. Son meilleur chef-d'œuvre. Son meilleur chef-d'œuvre, ouais. Ah, ça reste quand même dans le très très haut. C'est un film clé, c'est un film essentiel dans sa carrière, parce que ça l'a fait quasiment partir des États-Unis après l'échec cuisant du film. Ouais, c'est mon téléphone. Quelle est ta sonnerie, Thibaut? On croyait que c'était le générique de fin, on était content. Non. C'est le Velvet, vous n'avez pas reconnu? Non, comme ton t-shirt. Ouais, oui, c'est le groupe Donc voilà, Troopers, qui est un film majeur et qui commence enfin à être un peu revu à l'aune des divers événements
actuel, et qui après ça donc il a fait un autre film, Holoman, sur lequel on va pas, qui est vraiment un film en forme de renoncement de toute sa carrière hollywoodienne. Le film intéressant, c'est encore un thriller basé sur un récit classique où Verhoeven, à la fois il est submergé par des effets spéciaux numériques en lesquels lui-même il ne croit absolument pas, et du coup ça devient un peu désincarné, et toute ça un peu sur quelqu'un qui n'est là que pour voir. Voilà, et dans toute sa à la fois la charge de violence graphique ou de violence sexuelle est quelque chose qui est assez atténué, comme si c'était un genre de dernier baroud d'honneur auquel lui-même ne croyait pas. Et donc après Holoman, après avoir raté à monter ces différents films sur les Riefenstahl, sur le Christ, sur la première prostituée qui s'est présentée aux élections, sur Crusade. Donc il repart en Hollande et il fait donc Black Book. Ich habe die große Ehre, Ihnen Fräulein Alice de Vries anzukündigen. Sie wird uns jetzt etwas singen. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Lola, Lola! Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Und wer mich will begleiten, da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und tret ihm aufs Pedal. Lola, Lola! En attendant Godard sur Radio Campus Rennes, et c'est un extrait du film Black Book où la divine Carice Van Houten chante Ich bin die Fesche Lola, classique de l'opérette allemande des années 30. Rachel Stein ou Elise de Vries. Donc voilà, Elise de Vries. Donc c'est le retour de Verhoeven en 2006 aux Pays-Bas pour faire un film de guerre, un film sur la Seconde Guerre mondiale. Sur la Seconde Guerre mondiale, sur la résistance hollandaise. Après Soldier of Orange en 77, il revient 30 ans avant, pour un film extrêmement différent, parce que c'est plus vraiment un film de... Moi, c'est sans doute le film que je préfère. C'est plus vraiment un film d'aventure, mais c'est vraiment un film qui plonge au cœur de la propagande et de la résistance hollandaise. Et comment est-ce que ce personnage de juive interprété par Carice Van Houten doit devenir une prostituée pour infiltrer le parti nazi hollandais. Absolument. Et pour aider la résistance, justement. Ouais, c'est quelqu'un qui doit absolument cacher sa véritable apparence par rapport aux autres en permanence. C'est-à-dire à devoir se teindre de A à Z, à devoir changer d'identité, changer donc de couleur, comme je le disais, de aussi... comment on va dire ça, de se retrouver à faire des métiers et à devoir s'infiltrer en fait donc du coup là avec des nazis en fait pour avoir des informations, faire un travail de résistance, donc d'infiltration mais aussi d'exfiltration, puisque le film commence en 1956 en Israël, en fait avec un personnage qui va en rencontrant une vieille amie en fait hollandaise, va se remémorer, donc le film s'enclenche comme ça, se remémorer en fait son parcours. Donc en 1944-1945. Et ce qui a intéressé Verhoeven, en fait, c'est finalement cette période-là, précisément de 44-45, puisque on va avoir, je trouve, quasiment une quarantaine de minutes à la fin du film où c'est une libération triste. C'est l'épuration, ironique. En fait. C'est l'épuration, et filmé du point de vue de ceux qui vont se faire épurer, mais de façon injuste. Et c'est quand même une situation de suspense et de réversibilité des choses qui est quand même assez impressionnant. Ça devrait être la libération. Et en fait, nous, en tant que spectateurs, en fait, c'est un cauchemar absolu. Donc, c'est quand même assez rare de se retrouver dans une telle position. C'est les choses qu'on rarement montré dans les films sur la résistance. C'est justement le revers après la libération, après l'euphorie. On a niqué les nazis. C'est sûr que ça risque pas d'être montré en France. Non. C'est son prochain projet. Ouais, son prochain film sur John Moulin. Bon courage pour le monter, celui-là. Bon courage pour le monter, mais... Après, dans Black Book, il y avait dans Soldier of Orange, donc il y avait ce côté, au détour juste d'un dialogue et d'un plan, il y avait déjà tout ce qui arriverait dans cette séquence dans Black Book. En fait. Oui, c'est vrai, il y a ça. Et ce qui fait de Black Book, pour revenir aussi à la forme, c'est que c'est un film aussi assez hollywoodien, c'est-à-dire... très peut-être assez Hitchcockien si on veut. C'est vachement tributaire de son expérience hollywoodienne dans l'efficacité qu'il peut avoir dans le filmage des scènes d'action, dans le storytelling, ça coule. C'est ça, la reconstitution historique et notamment la maîtrise de la narration. Qui est quelque chose qui est beaucoup moins libre que ces films hollandais qui étaient parfois un peu foutraques ou un peu plus libérés, même s'il a retravaillé avec son scénariste de ces films hollandais, Gert Soutman. C'est ça, et puis comme on le disait un peu la semaine dernière, c'est comme le lien chez lui aussi entre sexe et pouvoir.
là on est un peu au cœur de cette machine-là, si on veut, chez Verhoeven, en tout cas, et le personnage de Élise de Vries, en tout cas sa trajectoire, elle est assez exemplaire, je trouve, de son... Ça peut être son ambiguïté, si on veut, à Paul Verhoeven, mais c'est plutôt une question de complexité, en fait, plutôt, et aussi d'ironie, quoi. En tout cas, on parlait de forme. Avec Black Book, je crois qu'il atteint véritablement un sommet hollywoodien, c'est-à-dire à l'ancienne. C'est peut-être en retour au pays, il retrouve un classicisme, en fait, ce qui est quand même assez... et quand je dis classique, avec des guillemets, hein, c'est-à-dire que le film va très très loin, justement, sur des... comment dire ça, politiquement incorrect, liés à des représentations de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans dans l'écriture des personnages, c'est-à-dire que celui de l'héroïne, en fait, se retrouve, en fait, elle tombe amoureuse, en fait, d'un officier nazi, mais qui n'est pas vraiment nazi. C'est-à-dire qu'il justement est en train de traiter avec la résistance. Tous ces jeux et des gens de la résistance sont quand même un peu antisémites aussi. Et tout ça fait... c'est les personnes de la résistance qui à la fois sont antisémites, ils sont presque plus fascistes que les nazis qui sont montrés dans le film. C'est-à-dire qu'eux aussi sont extrémistes dans leur manière de voir les choses, dans leur parfois anticommunisme ou anti-anarchisme primaire. Et ils pensent déjà à justement l'après-libération pour voir comment est-ce qu'eux vont pouvoir récupérer le pouvoir. Il avait justement dit à l'époque de la sortie de Black Book, au Cahier du cinéma, il parlait justement d'un livre qu'il avait lu au titre évocateur sur la résistance là-bas en Hollande, qui c'était donc The Grey Past, le passé gris. Donc c'est vraiment ça qu'on peut voir. On n'a malheureusement plus le temps de parler de Elle. On en avait un tout petit peu parlé la semaine dernière. À part qu'on vous conseille, et on n'a pas parlé de Trick non plus. Qu'on vous conseille de voir Trick, qui était son expérience un peu participative sur lequel il avait repris la main, mais dont Elle, son dernier film, a été extrêmement influencé par les méthodes qu'il a pu utiliser sur Trick, notamment dans la libération de la caméra et dans les questions d'improvisation des acteurs. Et en s'adaptant pour Elle, on l'a pas forcément trop dit la semaine dernière, mais vraiment un territoire de cinéma, un territoire français, ce qui fait aussi qu'on a une forme qui est moins... comment on va dire ça, moins opératique, si on veut, moins grande, moins glorieuse, justement. Moins glorieuse. À la fois par les contraintes des productions françaises, par les gens avec qui il travaille. Donc, adaptation là de Philippe Jean. Et puis par Laurent Lafitte aussi. Hein. Et par Laurent Lafitte, ouais. C'est sa faute. Messieurs, merci pour cette émission. Vous verrez la note pour Elle, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler la semaine dernière. On pourra la semaine d'après. Je sais jamais. Ça nous évitera de parler de la mère de Nicolas Winding Refn. On verra, on ne sait pas. Thomas. Les coups de cœur, c'est un bouquin qui est ressorti chez Rivage Noir après être paru chez Payot il y a 3 ans. Livre d'entretien avec François Guérif, directeur de Rivage Noir notamment, et éditeur au travail extrêmement important, extrêmement impressionnant dans le cadre du roman noir. Mathieu. Ouais, moi je viens de recevoir un album du génial Doug Kershaw, le violoniste louisianais que vous connaissez par La Porte du Paradis, vous les cinéphiles, et par même Les Moissons du Ciel, où il apparaît également, mais qui est un des grands de la country et dont la place est dans un musée. Thibaut. L'album c'est Devil's Elbow, 1972. Moi ce sera Ali de Michael Mann, parce que c'est un film de Michael Mann, et puis 2 parce que Mohamed Ali est une grande figure du XXe siècle. Enfin, toute sa complexité irrigue les États-Unis, l'Amérique du XXe siècle. Et puis Starship Troopers, parce que ça irrigue aussi l'Amérique du XXe siècle. Et moi, c'était revoir Starship Troopers et Black Book. Voilà, merci à Gal pour la réalisation de cette émission. On vous laisse avec les Vêpres du Rock. À la semaine prochaine. Salut.